Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne Digital Men. Et avant de vous parler du thème de la journée, les Tech 40s, un petit peu de réclame. Un peu de réclame, c'est-à-dire vous allez vous abonner, vous allez vous abonner là en bas, et puis vous allez même cliquer sur la petite cloche, parce que nous, on est autorisé aux plus de 18 ans. Il paraît que les moins de 18 ans maintenant sur YouTube, ils n'ont plus le droit à la petite Oui, cloche. il y a eu une Voilà. modification très significative des conditions de publication. Exactement. Et aujourd'hui, on va essayer de vous parler de Smart City. Enfin, on va essayer de vous parler brièvement parce que le sujet est extrêmement vaste, évidemment. Et bien c'est parti. Eh bien, écoutez, on y va. Allez, jingle. Et donc la thématique que nous nous étions fixée aujourd'hui était Tech for Cities, puisqu'il y a énormément de choses à dire autour de la mobilité notamment, qui est un grand sujet qu'on retrouve ici, à savoir si le CES n'est pas au final le Cars Electronic Show, van que l'on sort tous les ans, on va finir par arrêter de le faire. Mais ils agrandissent tous les ans un petit peu plus l'espace qui est dédié à la mobilité. Donc évidemment, ça devient de plus en majeur. plus. La mobilité est chaud. Alors bon, de quoi on parle quand on parle déjà de Smart City? C'est un concept qui n'est pas récent et pour autant qui prend une ampleur de plus en plus importante parce que tout converge vers la Smart City. La Smart City, c'est une des problématiques modernes. C'est-à-dire que l'on a une industrie qui s'est déplacée avec la robotisation et qui a besoin de forces vives qui sont de plus en plus dans le service. Et donc ce service, il se fait dans des bureaux, ces bureaux se font dans des villes et ces villes grossissent. Et forcément, est-ce que le digital est capable aujourd'hui de rendre ces villes plus intelligentes, de rendre ces villes plus humaines, de rendre ces villes plus efficientes? Alors après, il y a de la sécurité, il y a toute l'alimentation, etc. Il y a le déplacement. Donc finalement, on termine une année 2019 qui clôture cette décennie 2010, qui a vu quand même quelques bouleversements dans ces 2 dernières années. Totalement. 2 dernières années qui sont des bouleversements qui sont liés beaucoup à des guerres économiques. On a vu réapparaître ce que l'on avait vécu pour les plus vieux d'entre nous, qui étaient des guerres, on va dire, psychologiques et militaires, qui étaient les blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et maintenant, on a un bloc de l'Est, mais qui est de l'extrême Est, finalement le bloc chinois, et puis les fameux BATX. Et on a le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, qui est les GAFAM avec l'Europe et les États-Unis. Et avec les problématiques que l'on a aujourd'hui, ces guerres commerciales, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a une prise de conscience, nous, Européens, un petit peu coincés entre les deux, comme des sandwichs, on a une prise de conscience que finalement, on doit trouver notre place. Et notre place, c'est dans le digital, et la Smart City se nourrit du digital. Alors comment va-t-on trouver notre place pour être finalement indépendant de ces influences commerciales ou de ces influences politiques qui sont à l'Est et à l'Ouest? Comment on va avoir notre propre Smart City? Et cette Smart City, elle sera managée par, malgré tout, une nouvelle génération montante. Une génération qui est la génération Z, qui maintenant a quasiment 20 ans. Tu veux dire pas nous, quoi? C'est-à-dire pas nous. Et alors, pas toi, bien sûr, mais pas moi encore moins. La génération Z qui est montante, qui commence à voter, qui est très sensibilisée aux problématiques de climat, font que on redessine les besoins que l'on peut avoir dans la ville, les besoins que l'on veut avoir pour vivre. Et d'ailleurs, on redessine même des modèles économiques, puisque aujourd'hui, on est dans un modèle économique qui est davantage sur l'usage, davantage sur le service, et de moins en moins sur la propriété, sur l'objet, sur la valeur de l'objet, sur le statut de l'objet. Et la Smart City, c'est directement implémenté. C'est-à-dire que quand hier, il était de bon ton de prendre sa voiture pour aller faire les courses au supermarché, aujourd'hui, vous souhaitez que ce soit le supermarché qui vienne à vous, mais comment va-t-il venir à vous dans des villes qui sont évidemment de plus en plus encombrées puisqu'elles sont de plus en plus peuplées? Donc la nécessité de penser la Smart City de manière totalement cohérente, en la redéfinissant et en la pensant, on en parle souvent d'ailleurs, comme une plateforme. Exactement. Toute la complexité qu'on va avoir, c'est de penser la ville telle qu'on aimerait qu'elle soit de manière cohérente, alors qu'elle existe et qu'elle s'est constituée par briques successives qui se sont superposées. Est-ce que toutes les cités, les smart cities, sont des smart cities? Est-ce que toutes les villes sont des smart cities? Est-ce qu'on n'est pas dans une vision qui d'un seul coup dirait c'est un truc super génial à la Black Mirror quand tout est green, quand tout est vert, etc. Ou alors dans la même série dans Black Mirror quand tout est négatif? Est-ce qu'il n'y a pas une vision utopique ou dystopique de la smart city? Alors, la vision aujourd'hui dystopique de la Smart City, c'est un petit peu ce que l'on appelle le point Blade Runner. C'est-à-dire que cette réalité rencontre cette dystopie. Si nous regardons, par exemple, dans les villes asiatiques, qui sont plutôt très polluées, alors on ne va pas dire pourquoi, c'est essentiellement parce qu'ils font de l'électricité avec du charbon, etc. Et donc, ces villes sont très polluées. On voit tous les Asiatiques se promènent avec un masque pour essayer de filtrer au maximum les particules de cette atmosphère qui est relativement
pas forcément malodorante, mais un petit peu viciée. Eh bien, nous, on a même découvert un masque, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran maintenant, hein, c'était quelque chose qui s'appelait Atmos. Eh bien, Atmos, avec une lumière à l'intérieur même qui faisait encore plus flipper, quoi. C'était Voldemort. Il ventile à l'intérieur du masque, il ventile bien sûr de l'air filtré, et là c'est l'ultime point de ce que l'on peut appréhender comme étant l'angoisse de vivre dans une ville. Quelqu'un disait, j'ai oublié son nom, la solution pour les villes, ça serait de les mettre à la campagne. Et finalement, je crois que la première introduction que l'on a, c'est peut-être le projet Toyota que l'on va voir maintenant, parce que le projet Toyota, c'est exactement ça. Comment on va mettre les villes à la campagne et comment on va organiser une ville nouvelle pour qu'elle soit justement smart, qu'elle soit efficiente et qu'elle soit la plus productrice de sens pour les utilisateurs, pour les habitants et pour ceux qui y travaillent. Alors le projet, en plus de Toyota, c'était pas un projet qui part de rien. Déjà, il va partir from scratch. Donc déjà, c'est un terrain qui va être exploité à destination de la création d'une ville qu'ils ont appelée Woven. Et alors, elle se situe près du mont Fuji. Près du mont Fuji, il y a une très belle vue qu'on vous passe à l'écran d'ailleurs à ce moment-là, et qui va accueillir sur environ 71 hectares, environ 2000 personnes. Ça fait à peu près 3000 km² globalement, contre 20 000 à Paris, si j'ai bien compris. C'est ça en termes de densité de population. Oui, exactement. Ils sont un peu plus de 2000 personnes, et à Paris, on est à environ 21 000 au kilomètre carré. Donc on est une des villes les plus denses. Quand même, une des villes les plus denses. On a quand même effectivement un espace restreint. Et là, d'un seul coup, tout va s'aérer. C'est vrai, comme vous le voyez sur les différentes vues qu'on est en train de vous placer, la particularité de cette ville, qui se veut être le prototype, entre guillemets, d'une ville du futur, c'est qu'on va pouvoir vivre de manière très fluide. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle pour monitorer les déplacements, beaucoup effectivement d'espace. La ville a été pensée d'une telle manière qu'on va avoir une mobilité à la fois lente, des véhicules qui pourront être motorisés mais sur des parties totalement différentes, des zones 100% piétonnes. Et cette ville, c'est plus facile de la constituer à partir du moment où on la crée de rien, plutôt que Paris, je ne sais pas, ou New York, ou d'autres villes, ou SF, qui se sont constituées progressivement. Donc toute la complexité de la Smart City, c'est de la penser long terme, avec une vision très court-termiste, parce qu'il y a les échéances électorales, quoi qu'on en dise à un moment, c'est aussi l'action politique pour pouvoir la mettre en place et la déployer, tout autant que cette difficulté qu'on a à penser long terme en même temps. Donc il y a deux niveaux qu'il convient d'avoir en tête quand on parle effectivement de Tech for Cities ou de Smart City. Et puis la difficulté que l'on a, c'est que visiblement, quand on pense une cité de A à Z, comme est en train de le faire finalement Toyota, on se dédouane de toutes les difficultés qui sont de faire vivre une ville qui existe pour certains depuis 2000 ans. Voire un petit peu plus quand on parle de villes comme Rome. Hein. Donc là, en fait, est-ce que les créateurs des Smart Cities, au bout d'un moment, ne seraient pas à l'image des dieux grecs ou autres qui, effectivement, par un droit divin, créeraient des choses from scratch? Elle est magnifique, cette ville, je pense que vous avez vu quelques extraits, et les bâtiments vont être principalement fabriqués en bois. Oui, alors avec des panneaux photovoltaïques à leur sommet, et puis ils seront truffés évidemment d'éléments intelligents. Alors on nous propose des robots qui vont vous aider à faire des tas de tâches domestiques, qui vont se garer tout seuls. Voilà, exactement. Par contre, il y a quelque chose de très original, c'est que ce qui nous embête aujourd'hui, c'est l'explosion du e-commerce. Et le e-commerce veut dire que l'on va vous livrer chez vous les produits que vous avez commandés. Et vous les livrer chez vous, ça pose un problème parce que généralement, il faut un véhicule qui a 3 ou 4 roues. Hein. Il faut embarquer quand même un petit peu de capacité. Et donc, ça occupe de la surface. Pour rien. Occupe de la place pour rien. Alors, c'est quoi la solution qu'ils vont déployer? Alors, ils vont déployer une solution où finalement tout le transport de marchandises se fera en sous-sol. D'accord. Donc, la densité. Donc, comme à Disneyland. Voilà, la densité est moins grande qu'à Paris, ça on est d'accord. Donc le transport de surface, ce sera dédié aux mobilités douces, aux véhicules et aux piétons. Et puis par contre, tout ce qui est transport de marchandises se fera directement en sous-sol. Donc, ce qui effectivement, on a un espace pour la logistique de la ville, tout en ayant un espace pour vivre la ville. Donc, en fait, c'est l'inverse de Paris, voilà. quoi. Où les habitants sont dans le métro et les camions sont en surface. Voilà. Donc si on a l'occasion, on fera un reverse. Mais alors sur les purificateurs d'air, je rebondis parce que maintenant ça me revient. C'est vrai que les purificateurs d'air, qui est un gros marché en Asie, il y a un très très grand purificateur d'air qui fait plusieurs dizaines de mètres, qui avait été installé, effectivement, une grosse colonne pour purifier jusqu'une zone de plusieurs kilomètres. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a les gros, et on a aussi ceux d'appartements dont on a, je crois, parlé hier, parce que je crois qu'on avait parlé du frame qui avait été. Alors, au-delà de ça, c'est Toyota le projet, je ne sais pas si on l'avait cité. Si. Il y a un autre projet d'un autre constructeur qui s'appelle Hyundai, qui a proposé une nouvelle forme de mobilité avec un partenariat remarqué avec Uber.
Oui, alors c'est Uber Elevate, qui est, comme son nom l'indique, qui va se projeter dans une mobilité aérienne. Et cette mobilité aérienne, la promesse, c'est que vous allez aller d'un point défini vers un autre point défini. Ce point sera alimenté dans l'imagination des deux constructeurs, des deux partenaires, sera alimenté par des véhicules autonomes, bien sûr. Et nous, si on voulait transposer cette techno, on pourrait imaginer entre la Défense, un quartier d'affaires, et puis un des gros aéroports de Paris, exemple Charles de Gaulle. L'idée, c'est que l'hélicoptère va être alimenté à l'électrique, avec des rotors dont la taille est spécifiquement calculée pour faire le moins de bruit possible, parce que tous ceux qui ont vu passer à côté de des drones, on dirait des vols de bourdons, donc évidemment, c'est un peu compliqué. Ça devrait être déployé à partir de 2023 à Dallas, à Melbourne, et il y a une autre ville américaine, je crois, à Los Angeles. Alors, on leur souhaite de tenir le timing parce qu'on attend toujours l'Hyperloop pour Vegas Aéroport VS le Strip. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce projet-là, sur le projet Hyundai et Uber, c'est de penser la mobilité aussi en forme de capsule. Il y a l'aérien, mais il y a aussi tous les véhicules qui sont à terre et qui se déplacent et qui se plug and play dans des endroits, etc. Donc, on a de manière assez globale une redéfinition de la cité par la technologie, mais ce n'est pas le seul prisme par lequel il faut le prendre parce que les challenges sont nombreux et on va vous en lister quelques-uns parce qu'on ne pourrait pas tous les lister, on pourrait faire un épisode spécial Smart City, mais on invitera Pascal à ce moment-là, autour des services, de l'alimentation ou autre, et je pense qu'on peut commencer notamment par les services avec Valeo qui a annoncé un nouveau produit ou un nouveau service. Alors Valeo, ils sont très connus, évidemment c'est un équipementier automobile à la base qui travaille sur le véhicule autonome. Eh bien eux, ils ont imaginé une petite navette autonome qui va permettre d'assurer la logistique du dernier kilomètre. Une petite navette donc sans chauffeur, on peut imaginer que on va prendre l'exemple d'un locker Amazon. Voilà, c'est un locker Amazon qui se déplace et quand il arrive devant chez vous, il vous prévient, vous n'avez plus qu'à descendre et à ouvrir la petite boîte et prendre votre colis. Ah, donc ça marche très bien. Et puis après le dernier kilomètre, il y a aussi les derniers mètres tout simplement. Et là, c'est un projet de Ford. On vous passe la vidéo. C'est un bipède humanoïde qui a été développé par Agility Robotics et qui assure la livraison en fait, qui vient après les véhicules autonomes de Ford et qui va prendre le colis et vous le livrer directement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du dialogue qu'il va y avoir entre d'un côté, on se marre parce que la vidéo est assez fantastique. Non, moi j'imagine ma grand-mère qui ouvre sa porte et qui voit ce livreur. Je pense qu'elle va fermer rapidement la porte. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu un sentiment anxiogène face à ça, parce que là on est presque sur les robots de Boston Dynamics. Oui, c'est effectivement le côté un peu flippant. Moi personnellement j'adore, mais à mon avis ça évite tout cambriolage. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de vous livrer, en fait vous fermez à double tour. Donc on a parlé. Et donc ce qui est intéressant, c'est non pas effectivement la voiture connectée et le robot, c'est que les deux vont communiquer entre eux, et c'est ça qui est effectivement intéressant. On commence à penser sous forme de continuum. Et là, il y a une suite logique. C'est la logistique des derniers 50 mètres. Des derniers 50 mètres. Voilà, après le dernier kilomètre qui pose problème, les derniers 50 mètres. Bon, globalement, ce serait plus intéressant d'être livré directement dans son coffre, comme certains projets ont été déjà pensés dans le retail. Alors après, il y a aussi le Wheelo qui est un appareil de mobilité plus ou moins douce. C'est-à-dire que Wheelo, alors je crois que c'est une société qui nous vient de Rennes, c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Je ne me trompe pas. Oui. Voilà, alors c'est un tricycle. Donc c'est un vélo à 3 roues. L'idée d'avoir les 3 roues, c'est d'avoir quand même un volume embarquable relativement important. Il est dans la catégorie des vélos, donc il va pouvoir emprunter les pistes cyclables, ce qui va le rendre finalement ce qui va lui rendre la tâche relativement aisée pour aborder les immeubles, parce qu'on sait que les pistes cyclables sont plutôt sur les trottoirs ou sur des sites dédiés qui sont plus proches des immeubles que la route, avec les places de stationnement, etc. Il a une autonomie parce qu'il est électrique de 60 km. Il a sur son toit des panneaux solaires pour se recharger. Accessoirement, il a quand même un pédalier. On va dire que le livreur, il a quand même un certain nombre d'efforts à faire. Il a une assistance. Il a une assistance, voilà. Donc globalement ça. Donc assez mignon en tout cas le produit. Par contre, il lui faut une piste cyclable ou sur la route. Il est assez large mais assez compact. Donc ça s'aufile assez bien. On va dire que là, dans la photo que vous avez vue, la piste cyclable est peut-être à double sens. Lui, il prend une bonne partie quand même. Une bonne partie. Mais bon, ça, voilà, les nouvelles. Alors, l'autre projet qu'on vous passe ici pour vous montrer le mécanisme de cette box, c'est un colis. Finalement, c'est le fait de ne plus utiliser le carton
et d'être en mesure d'avoir des box de transport traçables qui peuvent contrôler aussi l'hygrométrie, dans lesquels ils vont intégrer à terme une caméra, donc pour le transport de colis et les livraisons, et qui vont permettre notamment d'être remis sur le marché. Donc on va recevoir cette box, on va recevoir son colis, et on va pouvoir ensuite, sous forme de consigne, remettre sur le marché en circulation ces box pour qu'elles soient réutilisées. Il y a déjà un test qui a été fait par Cdiscount, on les a vus sur notamment le stand de La Poste sur l'Oreca. Et donc, l'idée, dans ce qu'ils nous disent, c'est que ça va éliminer environ 100 milliards de boîtes de carton par an, et ça va permettre d'économiser, enfin d'épargner l'équivalent de 700 millions d'arbres qui seraient abattus. Voilà. Tout en ayant ce qu'ils appellent une traçabilité d'exception, un service d'exception dans le delivery, où on sait tous naturellement que c'est toujours compliqué d'être sûr que ça arrive à la bonne heure, etc. Là, c'est traçable avec un écran qui est intégré à l'intérieur, e-ink, et qui permet, un peu comme les liseuses numériques que nous avons, tout simplement d'avoir une étiquette changeante. Donc ça se complie, c'est compact, c'est très intéressant, c'est ultra résistant, et ça fait partie des éléments responsables, puisqu'effectivement on va utiliser moins de carton et puis on va le remettre en consigne. Voilà. Et pour se déplacer dans les villes, et bien là on a une solution qui est assez intéressante, qui est la solution de Green Rider. Alors pour les personnes qui habitent les grandes métropoles françaises et internationales, ont vu proliférer ces derniers mois des trottinettes électriques de partout. Et bien là l'idée de Green Rider, c'est que cette trottinette, elle va être dockable, elle aura un emplacement réservé, donc c'est une sorte d'arrêt de mort dans leur concept du free floating, plutôt que d'avoir des trottinettes, comme vous le voyez sur la vidéo, qui traînent partout, qui sont sur le trottoir un petit peu jetées, parfois sans véritablement être rendues en bon état. Et bien là, vous avez un dock, votre trottinette, un petit peu comme à l'époque, ou toujours à l'époque des Vélib. Cette trottinette se recharge sur le dock, donc vous dispensez aussi des camions qui font les ramassages des trottinettes et qui, encore une fois, font des éléments perturbateurs de la circulation, parce qu'ils s'arrêtent tous les 300 mètres pour aller récupérer des trottinettes. Et en plus, ils sont payés à la trottinette, donc c'est un peu compliqué. Là, on a une solution qui finalement prend peut-être un petit peu plus de place sur le site, mais à peine plus que la trottinette quand elle est posée. Simplement, c'est plus tout à fait en free floating. Ça génère finalement la nécessité d'installer un équipement hardware. Mais en même temps, il y a moins de problèmes sur le régalien. Parce que finalement, quand on voit toutes les amendes, etc., que peuvent avoir les Google et compagnie, et là, naturellement, alors ça crée un inconvénient, ça crée aussi un autre avantage, c'est que ça permettra d'un des villes qui l'ont refusé, peut-être d'adopter plus le truc. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'utilisateur, c'est probablement la garantie de réserver une trottinette qui sera en bon état. Parce qu'on imagine que le dock va contrôler l'état de la trottinette, l'état de charge de la batterie, etc. Voilà. Alors l'autre projet effectivement sur la batterie et le transport, c'est le Gull Plug. Et comme vous le voyez ici sur la vidéo, en fait, c'est quand votre voiture ou votre véhicule va être tout simplement garé, il y a une petite tige qui va sortir, un câble qui va de manière magnétique aller directement chercher la zone à se connecter, enfin pour se connecter et pour recharger votre véhicule. Bon, globalement c'est la simplicité. Alors, je pense que si ça marche pas, on peut tirer manuellement et le positionner. Dans l'idéal, vous vous garez bien et naturellement votre véhicule se recharge. Donc on voit ici une application plutôt utilisateur final, B2C, mais on imagine que dans les stations de recharge, notamment à Vegas ici sur le Convention Center, vous avez 150-300 petits véhicules qui transportent de la marchandise pour la préparation des salons comme le CES, naturellement, c'est pas mal et c'est pratique. Alors après, il y a les petits chargeurs comme ça, puis aussi les super chargeurs. Alors ça c'est un chargeur qu'ils ont appelé EVgo, alors EVgo comme électrique véhicule. L'idée, ça prend de la place. Si vous êtes à Las Vegas, c'est génial parce que vous êtes en plein désert et donc vous avez quand même assez souvent du soleil. L'alimentation se fait par panneaux photovoltaïques. Alors, moi, je trouve l'idée extraordinaire, puisque quand on a la promesse qu'un chargeur va peut-être... alors, je ne connais pas le nombre de watts, mais ça doit être 150 ou 300 kilowatts. Enfin bon. On vérifiera, on vous le remettra en commentaire. Ouais, parce que voilà. Mais quand vous avez un superchargeur dont la promesse, c'est de pouvoir faire 100 miles avec une recharge de 10 minutes, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Sauf que la place est importante.
Et donc la place, si on voit le précédent que l'on a regardé en vidéo tout à l'heure, eh bien on prend une place de parking et puis le chargeur il vient se positionner juste en dessous. Et finalement la place de parking elle pourrait être occupée par un véhicule normal. Bien sûr. Alors que là on se retrouve avec des infrastructures qui Dédié. sont dédiées, qui sont grandes, qui prennent de la place. Et encore une fois, à chaque fois, c'est toujours pareil. Qui les installe, qui paye, ça c'est... Voilà. Bon. La question est... Mais en tout cas, la question est posée, plus et effectivement, parce que c'est quand même plus pratique. Alors, on ne peut pas parler Tech for City si on ne parle pas Smart Home en général. Et là, je sais que c'est ton terrain de chasse favori, avec une présentation de Netatmo et d'un projet qui t'a particulièrement plu, la serrure connectée, même si je crois que tu en as déjà une. Alors oui, évidemment, la serrure connectée de Netatmo, c'est l'idée que vous allez pouvoir avoir la capacité de gérer à distance votre serrure, c'est-à-dire que demain, un employé vient chez vous déposer un colis, vous avez un personnel de service qui vient faire le ménage, vous avez des enfants qui rentrent plus tôt de l'école, vous avez un ami qui passe vous voir à l'improviste, et bien cette serrure, elle va pouvoir s'ouvrir à distance et vous allez pouvoir la piloter à distance. Alors, ce sont des solutions qui existent déjà, simplement là, on a une serrure qui est plus intégré au système de Netatmo, puisqu'on sait bien que Netatmo, depuis quelques années, fait partie du groupe Legrand. Et donc, forcément, la problématique de la Smart Home, c'est aussi l'interopérabilité de tous les produits, et non pas de se retrouver avec l'application pour ma sonnette, l'application pour ma serrure. Et là, on a quelque chose qui est forcément plus efficient. Effectivement, la cohérence de l'écosystème de la plateforme. Alors, bien entendu, Smart Home, on ne peut pas ne pas parler de Voldemort. Voldemort étant le nom qui a été donné à Amazon en 2017 sur le CES 2017, puisque c'était celui dont tout le monde parlait et pourtant que personne ne voyait parce qu'ils étaient absents. Et c'est le lancement d'Alexa. Et Alexa aujourd'hui pénètre totalement. Je dirais même que Amazon se positionne à la fois dans votre vie, à la fois la vie personnelle, la vie en tant que parent, la vie en tant que professionnel, etc. C'est la disposition de leur stand tel qu'ils l'ont positionné sur le Vénitian, et notamment avec cette intégration dans l'ensemble, dans plusieurs milliers de services possibles et disponibles directement de Alexa. Alexa qui est installé, vous le voyez à l'écran, chez Lamborghini. Voilà, chez Lamborghini et dans une marque qui s'appelle Rivian, qui est une marque américaine, semble-t-il, qui est quand même spécialisée dans les trucks et les petites camionnettes. Et Amazon, évidemment, a investi dedans pour pouvoir également fournir des produits pour ses livreurs. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que vous avez un pèse-lait en poudre, c'est pour vous dire que Alexa va partout, où en fait il y a une commande automatique qui peut être passée si le poids détecté de poudre de lait qu'il reste pour votre enfant n'est pas suffisamment important pour refaire un autre biberon ou X biberon avant de faire un réachalandage pour vous. Voilà, donc ça va même jusqu'à la serrure, pas la serrure, l'horloge Mickey qu'on croirait non connectée et qui est présentée sur leur stand et qui en fait, on peut Alexa donne-moi l'heure. C'est vrai que naturellement on va lui parler à l'horloge alors qu'on voit les aiguilles. Bon, il y a quelques paradoxes comme ça jusqu'à la poire de douche connectée, si je ne me trompe pas. Là, on est sous sa douche, et puis c'est toi qui l'as vu celui-là, et on peut parler à Alexa. Puisqu'on est dans les agents conversationnels, là, on a quelque chose à vous présenter qui s'appelle Getbox. Alors, la Getbox, c'est un agent conversationnel holographique. Alors, vous voyez, bon là évidemment vous avez le sous-titre en anglais parce que la vidéo est présentée au CES et c'est une société asiatique qui l'a déployée. Donc vous avez votre agent conversationnel qui est chez vous, vous allez pouvoir dialoguer avec lui à la fois à distance et à la fois dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir rentrer en dialogue avec lui. Alors là vous voyez l'utilisateur qui rentre chez lui, son agent conversationnel est très content de le voir arriver, et puis lui-même qui lui a envoyé un message pour qu'il rentre, en fait c'est ça qui est flippant. Voilà, c'est complètement. Et là on a un vrai personnage, alors on a parlé déjà de l'opération qui s'appelait Core Air Tree de Neon.life. Et bien là, on est à peu près dans quelque chose de similaire. On a un nouvel ami qui est votre agent conversationnel, mais cet agent conversationnel, plutôt qu'il soit simplement désincarné parce que c'est juste une enceinte connectée avec qui vous rentrez en communication, et bien là, c'est un véritable personnage holographique. Alors, plutôt amusant quand même, il est petit. C'est un personnage très connu au Japon, et en fait qui a un succès monumental, mais on peut imaginer des cas peut-être plus pertinent pour notre société et notre culture, notamment pour les personnes âgées, etc. On peut imaginer plein de cas, le concierge pour vous accueillir et vous donner le code parce qu'on peut communiquer avec quand vous réservez un appart. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais en tout cas, le cas qui est présenté là, c'est quand même assez puissant en termes d'intelligence. Et pour certains militants, un homme politique bien connu qui fait ses discours avec un hologramme. On pourrait, par exemple. On imagine tout en fait. Alors l'autre qui t'a bien plu, Lionel, c'est effectivement, mais je pense que celui-ci tu vas craquer dans pas longtemps, c'est cette petite
ce robot boule, le Bali de Samsung. Alors le Bali de Samsung, il est très malin parce que finalement, il prend la main sur votre maison puisqu'il est capable de dialoguer avec tous les éléments que vous avez de connectés dans votre maison. Alors on va prendre un cas d'usage. Le petit robot détecte qu'il y a un petit peu de poussière ou il y a des petites choses qui sont tombées lors du dernier repas sur la moquette. Eh bien, il va demander à l'aspirateur robot d'intervenir et de nettoyer la salle à manger. Pratique. Donc interaction, ça veut dire que qu'il y a une interopérabilité entre les services, ce qui n'était pas forcément gagné il y a quelques années quand on parlait Smart Home. Alors aussi, quand on parle Tech for Cities, il y a ces problématiques d'alimentation qui sont fortes. 2 projets qui nous ont particulièrement plu. Ici, on vous passe l'image. C'est directement le Eva Mini, qui est un boîtier qui vous permet d'extraire en fait une forme de glaçon. Et ces glaçons sont constitués principalement en fait d'une réduction de fruits. Et en l'occurrence, le projet qui est présenté par l'Italie, c'est l'huile d'olive. On va pouvoir s'alimenter. Donc, on va directement avoir ce glaçon qui va conserver toutes les propriétés nutritives de l'aliment qui va être mis en glaçon et on va pouvoir l'extraire. Alors, ce qui est présenté sur l'Italie, c'est l'huile d'olive, mais sinon, on peut imaginer tous les fruits possibles et inimaginables avec toutes les bonnes propriétés qui sont préservées parce qu'on va les préserver avec une méthode de congélation exceptionnelle. Et aussi pour préserver les propriétés de notre alimentation, quoi de mieux que de la faire pousser soi-même. Et donc avec MyFood, eh bien, on a une serre connectée qui a comme promesse, dans une surface qui est environ d'une 30aine de mètres carrés, donc ce ne sont pas pour les gens qui habitent en appartement, ou alors il faut déjà qu'ils aient une grande terrasse. Voilà. C'est de faire pousser à peu près en un an entre 200 et 400 kilos de fruits et légumes. Alors comment ils font ? En fait, ils vont optimiser 2 choses. Ils vont travailler sur le système de permaculture, c'est-à-dire d'abord de la culture sans produits chimiques, sans produits phytosanitaires. Et puis, ils vont aussi travailler sur l'aquaponie, c'est-à-dire le contrôle du pH des eaux qui sont celles qui vont alimenter finalement vos plantations. Et dans ces 2 cas-là, vous allez pouvoir produire tout ça contrôlé par un système d'objets connectés. Vous allez pouvoir produire des légumes dans des situations qui sont optimum. Optimum pour eux en termes de pousse et optimum après pour eux, même pour vous en termes de goût et de qualité. Donc, et ce n'était pas la seule serre, il y en avait beaucoup. Donc, on voit que l'alimentation verticalisée, protégée, etc., pour se préserver des herbants, des différentes attaques qu'on pourrait avoir, même des insectes et compagnie, est clé. Il y en a beaucoup sur le CES, en tout cas celui-ci est français. Oui, et on pourrait dire pourquoi des serres connectées dans une Smart City ? Parce que tout simplement, on a parlé de la problématique de la ville et donc de son alimentation. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Bien sûr. Alors ensuite, dans les véhicules et la mobilité, Sony a présenté, alors Sony, on parle bien effectivement de Sony, SONY, c'est-à-dire en fait son concept de voiture qui s'appelle le Sony Vision S, qui est un prototype qui ne sortira peut-être jamais à la commercialisation, mais qu'importe, ils l'ont lancé. C'est le créateur de contenu qui crée lui-même son propre support de visionnage ou de consommation des contenus qu'il a créé. Voilà, donc c'est une mise à jour permanente du logiciel et du support. Oui, c'était une surprise, parce que finalement, tout le monde attendait une présentation dans la keynote de Sony de leur nouvelle PS5, ce qui a été fait sous forme de logo avec un certain nombre de promesses. Hop là, voilà, exactement, avec un certain nombre de promesses qui sont c'est plus rapide, c'est plus, voilà. Et puis d'un seul coup, il y a une voiture qui arrive parce qu'elle est arrivée sur scène en roulant. En même temps, elle peut être poussée, télécommandée. Bon, si elle n'est pas très lourde, on peut toujours trouver. C'est du spectacle. Hein. Voilà. mais c'est vrai que du son à 360 degrés. Enfin, bref, en tout cas, équipé de ce que Sony sait faire, c'est-à-dire des écrans de haute qualité et du son de haute qualité. Voilà. Dans la voiture. Pour le reste. Par contre, pour le châssis, il y a peut-être quelque chose. Parce qu'ils ont travaillé avec Benteler. Alors Benteler, ils ont travaillé aussi avec Bosch, ils ont travaillé avec pas mal de. Mais donc là, ils offrent en fait tout simplement l'ingénierie, la capacité industrielle. C'est le constructeur qui sait tout simplement déployer et développer des châssis pour des voitures et c'est eux qui ont fourni toute la structure et tout le support et Sony a fourni toute l'intelligence de contenu, donc voilà, donc globalement, et donc ils se sont fait assez remarquer et Benteler effectivement est sur le CES et remarqué sur plusieurs de leurs projets, notamment cette collaboration. L'autre voiture
est une expérience en soi. Oui, c'est une marque allemande. Ils étaient déjà, alors c'est la marque aux 4 anneaux, donc c'est Audi. Ils étaient déjà là l'année dernière avec une expérience qui était une expérience virtuelle qu'ils appelaient HoloRide. Et donc on pouvait, à l'intérieur de la voiture, évidemment pas quand on était le conducteur, mais quand on était passager, on pouvait chausser ce casque de réalité virtuelle et avoir une expérience de jeu qui était synchronisée avec les mouvements de la voiture. Finalement, vous aviez la réalité virtuelle dans les yeux et vous aviez la troisième dimension qui est la dimension du mouvement qui était créée de façon dynamique. Voilà. Et bien là, ils ont été plus loin. Alors, on intègre toujours ce concept, puisqu'on reste dans ce concept, mais pour les personnes qui ne sont pas à l'arrière et qui n'ont pas chaussé le masque de réalité virtuelle, eh bien on va pouvoir avoir de l'eye tracking et la voiture va pouvoir répondre à l'utilisateur, au conducteur ou au passager avec un certain nombre de gestes. Alors ça sera de réserver un restaurant si je regarde le restaurant qui se trouve sur le côté droit ou le côté gauche de la voiture, BMW l'année dernière par exemple. Donc c'est un amalgame de tout ce qui a été fait déjà et qui se réunit là-dedans si je comprends bien. C'est-à-dire c'est de rendre la voiture comme un espace, même si elle n'est pas encore autonome, mais un espace qui est plus fluide, où finalement la conversation se fait avec à la fois la voix, à la fois les gestes, mais aussi le regard, c'est-à-dire avec les sens un peu plus développés, comme dans une véritable conversation. À tester. À tester, oui. D'urgence, mais peut-être que c'est pas demain. Hein. Non, ils donnent pas de date de sortie. Mais quand il n'y a pas de date de sortie, c'est généralement des concepts qui durent longtemps au stade de concept. L'autre projet intéressant, c'était Bosch, et notamment avec quelque chose qui s'appelle le Virtual Visor. Le Virtual Visor, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque finalement, pour ceux qui habitent, je ne sais pas quel lieu on pourrait donner, qui habitent plutôt dans la banlieue ouest d'une ville et qui rentrent chez eux le soir. Dans la banlieue ouest d'une ville, voilà, et qui rentrent chez eux le soir. Et alors, voilà, le problème, c'est qu'ils vont vers l'ouest. Et quand on va vers l'ouest, qu'est-ce qu'on a le soir? On a le soleil dans les yeux. C'est une un problème. Ah bah normalement ils se couchent à l'ouest. Hein. Ça marche. Voilà. Bon, normalement on est pour ça. C'est non discutable, c'est ça? C'est non discutable. Mais si on pouvait faire la même expérience le matin, hein, si vous allez vers l'est, d'accord, le soleil dans les yeux. Et donc la problématique du soleil qu'on a dans les yeux, c'est qu'on a besoin évidemment du pare-soleil. Et là, Bosch imagine un pare-soleil qui est complètement transparent et qui va calculer la position du point lumineux qui en fait vous aveugle. Et il va, par un système de cellules, foncer des cellules de cet écran transparent qui sert de pare-soleil, simplement les cellules qui se situent entre vous et la source lumineuse. C'est-à-dire, en fait... Il s'adapte au soleil directement et au mouvement de la voiture. Il s'adapte à la source lumineuse et à la position de cette source lumineuse en fonction des mouvements de la voiture. Très bien. Pare-soleil intelligent. Voilà. Bon, encore une fois, l'intelligence artificielle est partout et ça se ressemble, mais quand c'est couplé au hardware, c'est plus compliqué. Cooling, qu'on vous passe ici à l'image, c'est toujours le même, on ne l'a pas changé depuis qu'on le voit, sauf que celui-ci, c'est 45 km/h, je crois qu'il est obligé d'être immatriculé, et donc globalement, il fait fureur, on en parle beaucoup. Et puis l'autre concept qu'on aimerait vous montrer dans la mobilité, c'est le Segway, le dernier qui est sorti, le Segway S-Pod, et qui vous permet d'être assis directement et d'aller jusqu'à environ 38 km/h. Il avait annoncé. Assez sympa à tester pour se déplacer dans les musées. Je pense que ça peut le faire. À 38 km/h dans les musées, il va falloir être immatriculé. Pas 38 km/h quand même. C'est clair. Mais se déplacer dans les musées, oui. Mais ça peut être sympa de faire des courses, notamment. Mais dans la galerie des glaces. Il faut avoir le concept de se balancer quand même. Enfin, en tout cas, à tester. Bon, moi, je l'aurais bien fait, mais bon, il y a un peu de queue. Alors. On a parlé de mobilité, on a parlé d'alimentation, on a parlé un peu de tout ce qui caractérisait la Tech for Cities, parce que si on parle vraiment de Smart City, il aurait fallu aussi aller sur le côté sociétal, politique, l'organisation de la cité, le côté sécurité, tous ces éléments qui sont peu représentés finalement au CES, même s'il y a quelques stands ou quelques sociétés qui en parlent. Globalement, on pourrait résumer finalement un peu la Tech for Cities de la manière dont on a résumé hier notre dernière conférence, et qui était un grand cocktail. Oui, c'est un cocktail qui associe un certain nombre de technologies pour déclencher une horizontale d'usage. Et ce cocktail, évidemment, c'est un cocktail technologique holistique, c'est-à-dire que le goût de l'amalgame, le goût de l'association, le goût de l'agrégation de ces différentes technologies vous donne un service qui est fluide. Alors ça, c'est pour un service, mais la Smart City, c'est quoi? C'est finalement un ensemble de services. Oui, on a été créatif dans la recherche des images. Effectivement, plusieurs cocktails réunis qui vont donner une expérience globale et cohérente. Mais ça, c'est le grand défi de l'organisation des villes de demain. Et ce sera un chantier à long terme, complexe, parce que naturellement, pourvoyeur de grands changements.
Est-ce qu'on a tout dit? Je pense que c'est une vidéo qui a duré. Ouais, c'est une vidéo qui a duré et pourtant j'ai l'impression qu'on a survolé le sujet, mais parce que le sujet est extrêmement complexe. Et donc, on essaiera de vous refaire d'autres vidéos Smart City en rentrant, Tech for Cities en général, parce que là, c'était vraiment appliqué au CES et à tout ce qu'on peut y voir. Donc, maintenant, à nous de repartir en conférence, parce qu'on va donner une conf dans quelques minutes, et puis on diffuse ce reportage pour vous demain matin. Voilà, avec un peu de chance, on se couchera avant 3h. Voilà, allez, à très vite, merci de nous suivre, n'oubliez pas de partager la bonne parole, de vous abonner, et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital. Vous voyez que ça dure un peu trop longtemps, c'est vraiment qu'on est à date, et donc on vous dit à très vite. Allez, bye bye. Ciao.